Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 193, et donc volet numéro 2, concernant le lumpenprolétariat, la gauche et la droite du capital face à la modernité. Alors, cette fois-ci, je vais traiter effectivement d'une façon succincte le concept du lumpenprolétariat, effectivement, dans le cadre de la modernité, et seulement dans la modernité. Alors je dirais que les travailleurs ont la capacité financière de soutenir les classes défavorisées aujourd'hui, mais ils n'en sont pas conscients. Là où le bas blesse, c'est qu'ils n'ont pas la compréhension culturelle nécessaire, je dirais, pour combler le fossé en grande partie de ceux des quartiers les plus défavorisés, qui sont souvent séparés racialement des quartiers des travailleurs. Alors je m'explique. Le communautarisme a divisé, voire subdivisé, l'unité possible de la conscience des classes. Alors, non seulement le niveau de compréhension de la vie de tous les jours n'est pas simple, mais je dirais, la dynamique du vécu n'arrange pas les choses. Même les langues séparent ces prolétaires, je dirais, ou ces gens appartenant à la classe d'en bas, les uns les autres. Bon. Alors, il ne fait aucun doute que, par exemple, le lumpen ou je dirais des ouvriers de Liverpool peuvent facilement identifier qui n'est pas membre de leur communauté par le simple fait de l'épaisseur, je dirais, de leur accent. Un autre exemple est de comparer par exemple un cockney, c'est-à-dire un ouvrier ou un individu appartenant à la classe ouvrière londonienne, à celui qui parle l'anglais de la reine, et de comparer ces deux pour dire les projets, par exemple, du lumpen d'origine jamaïcaine ou africaine à Londres. Alors, bien que ce sont tous des gens d'une même ville qui parlent comme s'ils étaient de pays différents. Alors, avec les différences, surtout avec les différents accents, viennent, je dirais, des conceptions tout à fait différentes dans la valeur de la vie, ou même dans la valeur dans la vie, avec des conceptions différentes de la réalité, mais toutes, je dirais, s'inscrivant dans des paradigmes qui profitent au mode de production capitaliste, bien entendu. Alors, à leur idéologie libérale, et plus particulièrement aux mécanismes sociaux, y compris les divisions en place qui empêchent une unité culturelle et de classe surtout, prolétaires non seulement au sein des États-nations, mais bien sûr au niveau international, où les accents, les groupes externes, voire les conceptions ethniques ou religieuses changent pour compléter la différence de langue, tandis que la mondialisation, je dirais même le capital, aussi bien qu'on pourrait présenter comme la livre sterling ou le dollar américain, parlent la même langue, il faut bien le comprendre, à tous ceux qui doivent accumuler de l'argent, bien entendu. Alors dans le modèle économique capitaliste, ou dans l'économie, je dirais, illégale du crime, dont est gérée non seulement par la bourgeoisie et la petite bourgeoisie, mais aussi par leurs opposants criminels, qui opèrent à peu près de la même manière que la classe dirigeante, je dirais, du capitalisme légal. Souvenez-vous, prenons le cas pour la France, beaucoup de gens à droite, à l'époque des années fin 80, pourquoi Charles Pasqua, qui effectivement avait constaté un marché parallèle de la drogue dans certains quartiers, et considérait qu'il fallait les laisser, puisque de toute manière c'était un moyen effectivement de créer sa petite entreprise et de pacifier le territoire et éviter que les cités puissent effectivement s'enflammer. Et tout cela bien entendu pour éviter la violence brutale qui pourrait sortir du ghetto. Alors, je dirais, par une certaine violence, par une certaine intimidation, la coercition, et je dirais même le consentement, où les travailleurs deviennent des parieurs, des trafiquants de drogue, devenir les superviseurs pour les petits bourgeois qui fournissent en gros les classes dirigeantes. Souvenez-vous, dans certaines villes, je prends par exemple le cas de Marcel Dassault, qui, pour avoir la paix dans sa propre ville, finançait certains caïds
leur donner énormément, je dirais, d'argent, afin qu'ils puissent encadrer effectivement toutes ces banlieues, enfin, plus précisément dans sa propre ville. Mais c'est une pratique qui est connue également dans d'autres secteurs, que pour garantir une sorte de paix sociale, le maire a tendance effectivement d'une façon illégale, ou je dirais même clandestine, de se payer les services de certains caïds ayant une aura. Bon. Et donc tout ça pour dire quoi en fait, puisque nous allons continuer dans le domaine, et on sait pertinemment que tout cela concourt à permettre aux petits bourgeois qui fournissent en gros, je dirais, les classes dirigeantes sont la bourgeoisie qui possède les moyens de production de ces drogues, armes à feu ou entreprises criminelles. N'oublions pas que dans ces secteurs du lumpenprolétariat modernisé, il est bien évident qu'ils ne fabriquent pas d'armes. Ils ne sont pas à la base de la fabrication des drogues, et encore moins, je dirais, des armes à feu. Donc, bien entendu, cela sont d'autres entreprises criminelles qui, par contre, elles, sont assez proches de ceux qui nous dirigent. Alors l'économie capitaliste légale et l'économie, je dirais, criminelle, illégale, sont de nature dialectique, mais ce ne sont pas des contradictions, elles sont une unité nécessaire à l'existence de chacun. Aux États-Unis, il suffit de constater, puisque la police est privatisée, que parfois des capitaines de la police ou des maires sont obligés de faire pacte commun avec certains syndicats du crime, ou le policier de base qui passe sa journée à patrouiller afin d'arrêter les petits dealers, le soir pour des raisons effectivement économiques, afin de financer les études de leurs enfants qui coûtent extrêmement cher dans les universités américaines, sont obligés de jouer les gardes du corps par ce même caïd de la drogue qui fournit ces petits dealers que l'après-midi, effectivement, l'agent de police a tendance à appréhender. Bon, ceci étant, on sait très bien que aujourd'hui, s'il n'y avait pas de crime, parce que le capitalisme est un crime, hein, c'est juste légal, et soyons honnêtes, il n'y aurait pas de besoin de l'État. Et si les gens ne se tournaient pas vers l'évasion, la toxicomanie, le désespoir pour maintenir leur existence, alors l'État n'aurait pas besoin d'exister pour contrôler. Et quand on parle de contrôle, on parle également d'incarcérer, de juger les différentes classes économiques et sociales de la société, encadrant bien entendu les victimes les plus démunies, les plus désespérées de la structure de la classe capitaliste. C'est pour ça qu'aujourd'hui on pourrait parler de lumpenprolétariat moderne du capital. Bref, certains auraient pu effectivement le définir comme étant le prolétariat du capitalisme. Alors, dans leurs médias de masse, en tant que voyous, racailles sociales, tout comme par exemple Marx et Engels l'ont fait à leur époque, ce qui montre simplement, je dirais, un manque de compréhension dialectique que le prétendu, je dirais, expert médiatique de l'idéologie a effectivement employé ce terme, laissant finalement le problème dans l'analyse et la gestion de l'extrême droite. Alors, pourquoi le lumpen, me direz-vous? Le potentiel révolutionnaire doit être extrait, utilisé par les ouvriers révolutionnaires du lumpen prolétarien, habilités parce que les ouvriers passent leur vie comme esclaves salariés endettés, ils ne peuvent même pas se syndiquer pour la plupart. Bien que même les syndicats aujourd'hui, puisqu'en partie reçoivent des subventions par les entreprises, ont tendance à être finalement une sorte de petite unité de réussite pour certains, aux frais malheureusement de la masse, afin de garantir le carriérisme d'autres. Bon, alors je ferai aussi également dans le lumpenprolétariat la destruction du syndicalisme par ce même lumpenprolétariat non éduqué, non instruit et surtout non averti. Bon. Alors,
Je vais m'arrêter là parce que je vais faire plusieurs chroniques, et plusieurs volets, pardon, qui expliquera effectivement le lumpenprolétariat moderne, son évolution, également dans le domaine du sport, dans le domaine finalement, enfin, qui regarde aujourd'hui ce qu'on appelle la crétinisation des masses. Pour l'instant, je reste dans l'évolution et effectivement, je ferai d'autres volets. Je pense que j'en ferai à peu près une dizaine globalement pour que les gens puissent comprendre finalement ma réflexion sur le lumpenprolétariat. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique, voire au prochain volet. Je vous dis à plus tard, merci.